Une odeur d'oignon frit envahissait la cage d'escalier, et Capestan fut saisi d'une brusque fringale. Sous le bras, elle serrait la copie du dossier de Maël Guénan que Buron lui avait finalement obtenu. Après s'être essuyé les pieds sur le paillasson, elle entra dans le commissariat. À 21 heures, tout était éteint. Seul un ray de lumière brillait sous la porte de la cuisine. Là se tenait sans doute la source de cet arôme, certes appétissant, mais saugrenu pour un poste de police. Capestan commençait à se sentir bien dans la chaleur de cette brigade. La vie s'y déroulait agréablement dans une solidarité titubante. Le métier y perdait un bout de gravité. Elle posa le dossier sur son bureau et, debout dans l'obscurité de la pièce, elle observa la rue à travers les carreaux. Les lanternes diffusaient une lumière jaune sur les pavés luisants de pluie. Avec les touches colorées des enseignes des sex shops, la rue Saint-Denis dégageait une gouaille très belle époque. Des vasistas perçaient le toit en zinc, et de l'autre côté de la place, et dans ce Paname on ne savait qui surgirait en premier, de Toulouse-Lautrec ou de Ratatouille. Dans l'immeuble à droite, une grande fenêtre sans rideau révélait une pièce de taille moyenne, sans doute un studio. Assis à une table, un jeune homme en t-shirt fixait l'écran de son ordinateur portable, tout en soulevant le blister d'un paquet de jambon. Il roula une tranche et la goba en 2 bouchées. Après avoir fait subir le même sort aux 3 tranches suivantes, il gratta la surface du paquet et décolla un petit carré rouge vif, sans doute un bon de réduction. Il souleva une fesse pour récupérer son portefeuille dans la poche arrière de son jean, ouvrit le rabat et inséra le bon avec précaution dans une des fentes réservées aux cartes de crédit. Les coupons de réduction. L'estomac de Capestan se noua de nostalgie au souvenir de sa grand-mère. Chaque matin, cintrée dans son kimono à motifs bruns et or, elle s'installait au bout de la grande table de monastère de la cuisine. Elle versait l'eau chaude sur la chicorée, ajoutait du lait et de sucre, allumait sa cigarette, puis attaquait la pile de prospectus reçus la veille. Elle tournait chaque page méticuleusement, et, lorsqu'une offre lui semblait alléchante, elle calait sa cigarette dans l'encoche du cendrier, prenait la paire de ciseaux posés à côté et découpait la promotion distinguée. Elle les classait, au fur et à mesure, en 3 piles. Alimentaire, droguerie, service. C'était comme empiler des billets de banque, avec en plus la couleur, la variété, une ouverture sur un monde où tout était attesté. Aucun des petits enfants assis à la table ne se serait avisé de perturber un travail d'une telle importance. Ils observaient, fascinés. Capestan recula de la fenêtre devant laquelle elle s'était postée. Elle s'apprêtait à rallier la cuisine et ses collègues quand une connexion soudaine électrifia ses neurones. La boîte de coupons chez Marie Sauzel et l'autocollant « Pas de pub merci » sur la boîte aux lettres. Les deux étaient parfaitement incompatibles. Si Sauzel collectionnait les réductions, elle ne pouvait pas en bloquer la principale source d'alimentation. Ce sticker avait été posé par quelqu'un d'autre. Et si Marie ne l'avait pas arraché, c'est qu'elle ne l'avait pas vu. Si elle ne l'avait pas vu, c'est qu'elle était morte quand il était apparu. Le tueur l'avait apporté avec lui. Dans quel but ? Sans doute pour éviter l'effet boîte pleine qui est un indicateur d'absence ou de problème. Le voisinage se serait inquiété plus tôt. Le meurtrier voulait retarder la découverte du corps. De nouveau, dans quel but ? Il ne servait à rien de compliquer l'autopsie. La cause de la mort par étranglement était manifeste. Capestan réfléchit quelques instants. À cause de ce délai, en revanche, on n'avait pas pu établir le jour du décès avec certitude, ce qui dispensait le meurtrier de se fabriquer un alibi. Il avait agi seul et ne fréquentait personne qui soit suffisamment digne de confiance pour le couvrir. Si l'assassin était venu avec l'autocollant en poche, alors le meurtre n'était pas opportuniste, mais prémédité. On n'avait plus affaire à un tueur colérique dépassé par ses émotions. On recherchait quelqu'un de calculateur. Capestan repensa à la mamie en position de dignité et au chat épargné. Un calculateur doté d'une certaine forme de conscience morale, mais qui, si l'on en croyait le lien avec Guénan, n'avait pas hésité à supprimer 3 personnes. La commissaire poussa doucement la porte de la cuisine. Rosière, postée devant la vieille gazinière, tournait une cuillère en bois dans une vaste poêle en cuivre. On entendait frémir les oignons dans l'huile d'olive. Pilou,
le flanc collé au mollet de sa maîtresse, veillait à ce qu'aucune chute ne ternisse le carrelage. Le Breton fumait, assis sur une chaise entre terrasse et cuisine. Ils avaient débouché une bouteille de vin et siroté un verre. Au pied de la baie vitrée, Capestan remarqua la pile de planches à la provenance douteuse que Lewitz avait entreposée. Il affirmait détenir de solides notions de menuiserie et ambitionnait de créer une cuisine équipée. La boîte à outils flambant neuve trahissait au contraire le débutant, mais, à côté, un tupperware plein de charnières et un sachet de poignées assortis prouvaient l'esprit d'implication du bricoleur. Cette cuisine se montrait avec cœur, à défaut de métier. Pour s'annoncer plus qu'autre chose, Capestan lança joyeusement. « Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous n'avez pas une maison ?» Avec un infime mouvement de sourcils, le Breton se tourna vers la terrasse pour souffler sa fumée. Rosière eut un petit sourire triste et Capestan s'empressa d'ajouter. « Moi non plus, faut croire. Ça sent bon. » Des spaghettis, oignons, olives, parmesan, une recette à moi. Si vous en voulez, j'en ai fait pour une brigade. Volontiers, répondit Capestan en attachant ses cheveux avec l'élastique noir qu'elle gardait au poignet. Comment va Thorez? Bien. Le toubib est optimiste. Par contre, pour se relayer à son chevet, les collègues ne sont pas très chauds. Ils l'aiment bien, mais... D'accord, je vois. J'irai demain. Pour le gamin. Pousse, interrompit Rosière avec un sourire. Manger, boire, pas bosser. Après. C'est vrai. On n'a pas volé la récré. Le Breton descendit à la recherche d'une baguette de pain. Rosière surveillait sa poêle tandis que Capestan suivait vaguement le balai des pâtes dans l'eau bouillante. Le zonzon du frigo vibrait dans la pièce. « Et toi alors, célibataire ?» demanda Rosière avec son aplomb ordinaire. Elle était passée au tutoiement dès le deuxième verre. « Oui, » répondit Capestan. « Depuis longtemps ?» Capestan prit une inspiration comme si elle ne connaissait pas la date. « Depuis ma dernière balle ?»« T'as tué ton ex ?» glapit Rosière. Capestan eut un bref éclat de rire. « Non, quand même pas. Disons que ça faisait un petit moment que... Ce tir a été le prétexte. » Son mari avait estimé qu'aucune machine arrière n'était possible, qu'elle avait basculé. La sensation qu'il avait raison passa en flash sur la conscience de la commissaire, mais elle étouffa la flamme d'un clignement de paupières et touilla l'eau des spaghettis. En gros, il a demandé le divorce et je lui ai accordé. Capestan posa la cuillère en bois sur le brûleur inemployé. C'est bon pour la cuisson des pâtes. Elle avait changé de sujet, mais son esprit vagabondait désormais du côté d'un dos de valise qui franchisse la porte. L'avenir, la force, la joie avaient disparu, comme aspirés par la bonde. La porte semblait résonner après avoir claqué. Capestan s'était assise sur le canapé. Elle avait fixé le vide pendant quelques heures, puis s'était décidée à passer à autre chose. Elle s'était penchée pour saisir la télécommande sur la table basse et avait sélectionné le menu VOD. Mes meilleurs copains étaient dispo pour 2,99 €. Elle avait validé. Le lendemain, on lui confisquait aussi son arme de service. Elle avait eu du mal à s'en séparer. Passé la blessure sentimentale, Capestan s'était étonné d'apprécier son existence solitaire. Elle aimait vivre dans le confort d'un intérieur conçu pour elle seule, veillée par le silence affectueux d'un chat. Peut-être ce goût n'était-il que transitoire, mais rien n'était moins sûr. La tête ailleurs, Capestan transporta la gamelle de spaghettis jusqu'à l'évier, la renversa avec précaution pour ne pas se brûler. Elle resta plantée devant le bac, le nid de pâte s'étalait dans l'évier. Non, c'est pas vrai, j'avais pas mis la passoire. Anne alla chercher la dite passoire, puis rassembla les spaghettis avant de les rincer. Et toi, Eva, de la famille? Oui, un chien et un fils. Mais des deux, c'est encore le chien qui téléphone le plus souvent, confia Rosière avec un haussement d'épaules fataliste. Ils engloutirent les pâtes au cours d'un dîner arrosé de Côtes-du-Rhône, d'anecdotes de flics, d'aventures de télé et d'histoires de chiens. Puis Rosière et le Breton partirent fumer leurs cigarettes pendant que Capestan allumait un feu de cheminée sous la surveillance attentive de la truffe de pilote qui ne craignait pas de se rôtir les poils.
Les fumeurs la rejoignirent 10 minutes plus tard, les verres et le reste de la bouteille de vin à la main. Capestan rapprocha les 3 tableaux d'enquête. Le Breton prit place dans un fauteuil déglingué. Ses collègues accaparèrent le vaste canapé. Capestan leur résuma ses réflexions sur l'autocollant et la préméditation, puis acheva son monologue en édulcorant l'entrevue chez Buron. Un instant, elle avait hésité à leur parler du rôle étrange que le directeur semblait attribuer à l'équipe, mais les contours mêmes de ce rôle restaient trop flous. Elle craignait qu'il consistât uniquement à vider les rancunes, et cette assignation peu glorieuse ne rendait honneur ni à la brigade ni à Buron. Un soupçon de loyauté, matiné d'optimisme, poussait donc Capestan à attendre d'en savoir un peu plus. Le principal était que le directeur avait cédé le dossier Maël Guénan, dont elle étala les feuillets sur la table basse. Dans l'ensemble, il confirmait les constatations préliminaires surprises grâce au babyphone et n'apportait rien de particulier, l'autopsie était en cours. La criminelle privilégiait une agression due à un cambriolage. Ça n'a aucun sens, fit le Breton, les jambes allongées devant lui, son verre ballon tournant doucement dans sa paume. D'une part, le matin, si le cambrioleur ne veut pas être dérangé, il sonne à la porte pour vérifier que l'appartement est vide. Ensuite, soit il passe par une fenêtre, ce qui n'est pas le cas ici, soit il y a effraction. Ce n'est pas le cas non plus, fit-il en désignant le pied de son verre, une ligne du PV de constatation. Quant à l'arme du crime, je suis certain qu'elle a été apportée sur les lieux. Pourquoi ça ? Puisqu'on a retrouvé le même jeu de couteau dans la cuisine ? Demanda Capestan. Maëlle n'avait pas les moyens d'acheter une série de couteaux en acier poli. Si elle les avait eus, elle aurait choisi un modèle moins design, plus rond, plus coloré, ou du bois. Ces couteaux jurent avec l'appartement. C'est peut-être un cadeau ? Je ne pense pas. Pour moi, le meurtrier est venu avec l'intention de tuer et de déguiser ça en cambriolage ou, à défaut, en crime opportuniste. On peut croire que l'arme a été saisie sur place dans la panique du moment. Même procédé que chez Marie Sauzel. Ceinture et bretelles, le meurtrier masque son crime, mais si par malchance on remonte jusqu'à lui, il s'épargne au moins la préméditation des circonstances aggravantes. Pour le marin, on ne retrouve pas ce mode opératoire, souligna Rosière, en se calant le dos avec un coussin brodé. C'est le premier meurtre, il n'a pas préparé de stratégie. Ou bien les 2 crimes sont liés, mais on n'a pas affaire au même exécutant. Ton gamin qu'on retrouve sur les 2 scènes de crime, il nous ferait pas le coup de l'assassin qui revient sur les lieux par hasard. Il aurait été âgé de 2 ou 3 ans au moment du premier meurtre, rappela Capestan amusé. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, déclama Rosière qui accusait un léger coup dans le pif. Au fait, vous avez porté les poils de chat à l'analyse, reprit Capestan à l'attention de Le Breton. Oui, on aura les résultats dans 6 ou 7 mois, fit-il, sourire en coin, en tournant doucement son verre. Parfait, conclut Capestan avec un haussement de sourire blasé. Elle contemplait les tableaux, passant de l'un à l'autre. Elle établit sa position dans le canapé, comme pour mieux recaler son cerveau dans sa boîte crânienne. Bon, on résume. 3 affaires liées, 3 meurtres prémédités. Le premier, celui du marin avec un moindre effort de mise en scène il y a 20 ans. Le deuxième, la mamie, il y a 8 ans. Le troisième, aujourd'hui. Pourquoi tant d'intervalles ? Un anniversaire ? Une pulsion ? Une échéance ? Le marin et la mamie ont été assassinés quasiment le même mois. En plus, releva le Breton. Mais pas la veuve. On peut imaginer que les 2 premiers soient vraiment liés. Maëlle, aujourd'hui, serait plutôt une résonance. Oui, Maëlle, comme l'écureuil d'ailleurs, raccroche les affaires au présent. Le meurtrier se trouve ici aujourd'hui et il a encore des raisons d'agir. Je suis sûre que le gamin peut nous mener à lui. On n'a toujours rien, j'imagine. Les amis, les suspects, le fils de Maëlle, ça a donné quoi ? Pour l'instant, la description n'a rien évoqué à personne. Pas même à Cédric Guénan, rapporta le Breton. Mais Nolin, en revanche, s'est souvenu d'un détail supplémentaire. Le garçon venait voir Marie Sauzel à propos du naufrage d'un bateau. On y revient.
Une bûche craqua dans la cheminée et Pilote hissa une oreille vigilante. Le ronflement sourd du feu reprit son cours. Capestan observa les braises phosphorescentes cernées de gris. Ses joues rougissaient sous la chaleur de la flambée. Elle cherchait à rassembler ses pensées. C'est le bateau, le point commun des affaires. Et nous, souleva Rosière en les fixant tour à tour, les yeux verts, toujours perçants malgré l'ivresse. Nous? Rosière se redressa brusquement d'un bond qui fit tressauter ses médailles. Le marin et la mamie, c'est bizarre quand même. On tombe sur deux affaires, dans deux gros cartons différents, et elles sont liées. Ça fait gros la coïncidence. Tu as raison, remarqua le Breton. Mais est-ce que quelqu'un d'autre dans la brigade est tombé sur un meurtre? Non, répondit Capestan. On a vidé toutes les boîtes et ce sont les seuls homicides. Fatalement, tant qu'à enquêter, c'est les dossiers qu'on allait retenir. Ils ont été placés là à notre intention, murmura Capestan. Ils ont surtout été saccagés par le même poulet qui les a foutus dans ces cartons en croyant que c'était la poubelle, fit Rosière en martelant la table d'un poing rondouillard. Ça pue le ripou, cette histoire. Ça pue le ripou, je vous le dis. Un sale frisson parcourut les chines de Capestan. Rosière avait raison. Le même flic, corrompu, ou criminel. En une seule seconde, les probabilités défilèrent dans l'esprit de Capestan, comme les lettres pivotant sur un tableau d'aéroport. Les lettres se figèrent pour former un nom. Non. Non, ça ne pouvait pas être ça. Ça ne pouvait pas être lui. Il n'avait pas pu la piéger ainsi pas après tant d'années. Il n'aurait pas osé. Elle croisa le regard intrigué de le Breton du fond de son fauteuil. Il la voyait blêmir. Capestan se leva pour récupérer les dossiers sur les différents bureaux en s'efforçant de recouvrer son calme. Elle revint s'asseoir et ouvrit les chemises sur la table basse. D'un œil rapide, elle tamissa les lignes défeuillées et, aussi facilement qu'on repère une bille rouge au milieu des graviers, elle isola le nom par 3 fois. Buron. Buron. Le mentor. Le parrain, le chef. L'ami. Ainsi tel était le but de cette brigade. Mais pourquoi lui confier les affaires, et surtout les confier à elle, Capestan? Sur quoi portait le test? Intelligence? Dévouement? Ou bien il se faisait une partie de roulette russe avec ses remords? Subitement, les questions se pressèrent de toutes parts, assommant la commissaire, portant ses réflexions au seuil de la suffocation. Buron. Il fallait doucher froid, se concentrer. Le Breton et Rosière attendaient. Eux aussi avaient lu le nom. Bon, reprit Capestan d'un ton bref. Buron est sur chaque dossier. Commissaire de section de la criminelle en 93. C'est lui qui dirige l'enquête sur Guénan. En 2005, avant son passage à la tête de l'anti-gang, il devient patron de la crime. Ce sont ses services qui chapeautent l'affaire Sauzel. Pour Maël, hier, il ne se déplace pas, mais il envoie Valincourt, son adjoint. Buron est officier du 36 depuis 30 ans. C'est normal qu'on le retrouve sous tous les dossiers, signala le Breton. C'est vrai, pensa Capestan, soulagé de récupérer sa lucidité après le choc émotionnel. Non, ce n'est pas normal, affirma Rosière en achevant son verre d'une lampée décidée. Vu la réputation du flic, les enquêtes n'auraient pas dû tourner court. D'habitude, la marque de la crime, c'est de fermer toutes les portes. Là, on a l'impression qu'ils n'en ont pas ouvert une seule. Rosière s'extripa du canapé et fit quelques pas pour se dérouiller les articulations. On la sentait attentive à son équilibre. Malgré l'alcool, les jambes étaient toujours plantées. Elle avait à cœur de rester terrienne. Elle contourna la table basse et, de son ongle vermillon, elle partit crever les bulles d'air sur l'unique lait de papier peint que Merlot avait daigné poser. Les murs resplendissaient de neuf, créant un contraste saisissant avec le plafond jauni et craquelé. Personne n'avait voulu repeindre celui-ci avec l'escabeau et torticolis garantis. Je suis d'accord, admit Capestan à contre-cœur. Il n'y a pas de rigueur dans ces dossiers, aucune obstination. De là à en conclure qu'il a commis les meurtres, on va vite en besogne, insista le Breton. Capestan fixait pensivement le commandant. Il n'avait pas tort, elle espérait même qu'il ait raison. Pourtant, depuis la fondation de cette brigade, le comportement de Buron l'intriguait. Il manquait de fluidité, sa sérénité coutumière s'était enrayée,
La commissaire ne pouvait plus différer ses révélations. Il y a autre chose à propos de Buron. Je ne crois pas qu'il ait créé notre brigade par hasard. Comment ça ? Demanda le Breton particulièrement attentif. Capestan exposa brièvement la situation, la découverte par Mello du contentieux Buron-Riverny, ses propres interrogations et la teneur de son entrevue avec le patron du 36. 2 secondes d'un silence choqué suivirent sa déclaration. Pilou se redressa sur ses gardes. « Et c'est maintenant que tu nous le dis ?» s'étrangla Rosière. « Oui, je n'ai pas jugé utile d'en parler avant, » répondit la commissaire d'une voix ferme. « On pouvait en déduire que tout est son contraire sur les intentions de Buron. Je préférais voir venir. » Pendant que le Breton, le visage tourné vers les flammes qui crépitaient, digérait la nouvelle, Rosière repartit charcuter son lait en maugréant. « Pour le coup, c'est clair, ces affaires puent le flic, conclut-elle. Si ça se trouve, c'est Buron le tueur, et il attend qu'on lui livre un bon bouc pour profiter d'une retraite peinarde. Il n'a aucun intérêt à ressortir les dossiers s'il est coupable, opposa le Breton. Les affaires dormaient en attendant la prescription, c'était l'idéal. Dans ce cas, pourquoi il ne les refourgue et sans nous rencarder ? Il mouline son truc dans son coin, il ne lâche pas une info à Anne quand elle va le voir, il nous bazarde juste ces 2 planches à savon et démerdez-vous avec. C'est une attitude d'innocent, ça ? Rosière revint s'asseoir et sortit de sa manche un mouchoir en boule pour se tamponner le nez avec hargne. La commissaire réfléchissait. Encore une fois, concernant le directeur et son goût pour la manipulation, aucune hypothèse n'était à exclure. L'odeur de la fumée couvrait maintenant celle des oignons, pour un confort d'une autre espèce. Sous la main de Capestan, le coton rêche de la coudoir du canapé sembla s'assouplir. Il fallait relancer l'enquête. Avec ça, advienne que pourra. Capestan inspira profondément avant de se lancer. Effectivement, d'une façon ou d'une autre, Buron est lié à cette histoire. Il sait des choses qu'on ignore et il ne nous souhaite pas partager. On ne peut pas l'interroger, mais on peut filer H24 et voir où il nous mène. Buron, légèrement à l'étroit dans son costume noir de chez Lanvin, tendit son billet à l'ouvreuse, sans oublier de lui sourire. La jeune femme le guida jusqu'au 3e rang de l'orchestre et lui désigna le 4e fauteuil. Comme à l'accoutumée, une grimace fugitive contracta ses traits lorsque Buron eut considéré l'exiguïté du passage. « La peste, soit des théâtrales italiennes, pensa-t-il une fois de plus. » Dans la salle Richelieu, le bourdonnement des spectateurs avant la pièce commençait à enfler. Des nuages de parfums capiteux planaient entre les rangs. Le divisionnaire se délectait d'avance. Don Juan, aux Français, impossible de se tromper. Les 3 coups retentirent et il se cala dans son siège de velours rouge. Il apprécia sa soirée, l'esprit serein, en sachant que dehors, Capestan ferait ce qu'il faudrait.